Alors, qu'est-ce qui coince vraiment dans cette réforme pour qu'elle continue ainsi à susciter l'opposition d'une partie du corps enseignant, mais aussi de certains milieux intellectuels et d'une grosse partie de l'opposition? Comme tous les soirs, débat sans tabou au téléphone sonne. Nicolas Demorand, le téléphone sonne. Parents, profs, élèves, chefs d'établissement, partisans résolus ou farouches adversaires de la réforme, tout le monde aura la parole ce soir. 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le hashtag Telson. Yves est au standard. Je vous salue Yves. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur France Inter. Merci beaucoup. On vous écoute. Voilà, donc moi je suis enseignant dans un lycée-collège parisien, donc je connais l'enseignement du lycée et du collège, je peux faire la comparaison. Nous appliquons en lycée depuis 5 ans déjà la réforme Châtel, dont on peut dire qu'elle est la grande sœur de la réforme des collèges, et qu'elle supprime des enseignements disciplinaires pour faire des choses incontrôlables et qui n'ont jamais été évaluées par le ministère d'ailleurs. Donc je suis contre cette réforme des collèges parce que je pense qu'elle va accroître les inégalités sociales. Par ailleurs, nous avons été méprisés par notre ministre qui a publié son décret au lendemain de notre première manifestation. Par ailleurs, vous avez dit, Nicolas Demorand, et je vous en remercie, que c'était un débat sans tabou. Donc sans tabou, moi je vais dire les choses comme je les pense. Allez-y. Et je ne suis pas le seul à les penser. Je suis professeur, comme beaucoup de professeurs. Je suis un électeur de gauche. À la fin des années 90, j'étais l'un des animateurs du mouvement anti-Allègre. À l'époque, nous manifestions avec nos cartes d'électeurs qui formaient une banderole. Le message n'est pas passé auprès du PS qui était au pouvoir à l'heure actuelle. L'élection qui a suivi, c'était 2002 et le 21 avril. Très clairement, le PS est en ballottage annoncé au coude à coude avec la droite aux élections régionales en Île-de-France, là où j'habite. Les professeurs ne voteront pas pour le Parti socialiste qui sera donc battu si cette réforme passe en l'état. Voilà très clairement mon opinion et celle de beaucoup de mes collègues. Merci Yves de l'avoir formulé ainsi extrêmement clairement et effectivement sans tabou. Pour vous répondre, 2 invités au téléphone sonnent ce soir. Florence Robine, bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale donc. Et Frédéric Rollet, que je salue, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national du SNES FSU. Florence Robine, Yves, vous lui répondez quoi ? D'abord, je lui réponds que la très grande majorité des enseignants n'ont pas suivi ce mouvement de grève et donc je pense qu'on peut un petit peu nuancer son propos et que si j'entends très clairement la demande effectivement très forte des enseignants d'avoir des éclaircissements, d'être mieux accompagnés, de mieux comprendre cette réforme et les exigences très fortes à l'égard de notre ministère, eh bien oui, je peux y répondre de ce point de vue-là très positivement, mais je pense que cette réforme, elle a au contraire l'ambition de mieux accompagner les élèves. Nous ne pouvons pas dire à l'heure actuelle que le collège réussisse entièrement les missions qui lui ont été confiées et c'est bien de cela dont il s'agit. Je veux dire, quand on constate le taux de décrochage, la difficulté pour les jeunes d'insertion professionnelle, le peu d'engagement de certains et de la motivation, je crois qu'on ne peut pas laisser le collège en cet état et il ne s'agit pas de faire moins d'enseignement, mais au contraire de varier les formes d'enseignement pour faire en sorte que tous les élèves réussissent mieux. On entendait chez Yves de la colère et le sentiment d'avoir été méprisé par un décret passé le lendemain d'une manifestation. Que répondez-vous à ces 2 sentiments qui étaient audibles, hein, il ne faut pas se cacher. Non, je crois qu'il n'y a pas de mépris. Il y a une volonté politique très claire qui s'exprime depuis 2012. Je veux dire que la concertation, elle a eu lieu et depuis 2012, que la loi d'orientation est passée. Nous mettons en œuvre ce que la nation nous a demandé dans la loi d'orientation, dans la loi de refondation de l'école. Alors évidemment, nous avons conduit des concertations, des discussions pour amender le projet, mais ensuite les objectifs sont très clairement posés et doivent être absolument mis en œuvre. Il s'agit par contre d'être vraiment attentif à la qualité de l'accompagnement et de la mise en œuvre. Frédéric Rollet, secrétaire national du SNES FSU. Alors, 3 choses. D'abord, Madame Robine dit il y avait beaucoup d'enseignants qui n'étaient pas grévistes aujourd'hui. On va pas refaire la querelle des chiffres. Par pitié, non. Voilà, on sait comment le ministère compte à 8h.
heures, le nombre de personnel en service, mais ça sous-estime toujours. Le problème n'est pas là. Je vais citer quelqu'un qui est un historien d'éducation qui s'appelle Claude Lelièvre, qui est pas forcément toujours du côté des syndicalistes, et qui dit lui-même il ne faut pas minimiser, même les enseignants qui n'ont pas fait grève sont moroses et n'adoptent pas cette réforme. Qu'il y a quelque chose dans l'air. Donc voilà, donc de toute façon, je pense standard. que ce serait une erreur politique majeure que de sous-estimer ce mécontentement. La deuxième chose, sur le diagnostic, on est évidemment en accord avec l'idée qu'il faut une réforme du collège, qu'il y a trop d'élèves décrocheurs, qu'il y a trop d'élèves en échec, mais qu'on va appliquer au collège la même méthode qu'au lycée. Or, Madame Robine répondra sans doute, mais l'inspection générale a sorti un rapport sur la réforme des lycées, qui était une réforme faite par Luc Châtel, qui donnait 30% d'autonomie au lycée, donc au chef d'établissement en lycée. Ça monte, le rapport montre que ça ne fonctionne pas. Et on veut transposer au collège un remède qui ne fonctionne pas. Alors, cherchez l'erreur quand même. Bon, on va repasser au standard pour prendre la température, je dirais, auprès de certains auditeurs de France Inter et poursuivre notre débat. C'est Karine qui est en ligne. Bonsoir et bienvenue, Karine. Bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, alors voilà, moi par rapport à la réforme, il y a des aspects qui me semblent intéressants et d'autres pas du tout. Notamment, je trouve que le travail interdisciplinaire est fort intéressant. Mais je pense que cette réforme, elle a été mal présentée et volontairement présentée de façon tronquée par le ministère. Et ensuite, du coup, présenté de façon tronquée aussi sur les médias. J'ai encore regardé la télévision ce midi et en fait, on nous présente toujours la réforme sur des aspects qui sont vraiment à la marge de la réforme, comme par exemple les langues anciennes, comme les classes bilingues. Mais en fait, ça, c'est vraiment la marge. On nous présente jamais le cœur du problème et en fait, les restrictions et tout ce qui est lié à l'argent. En fait. Oui. Merci Karine pour cette question. Vous nous appeliez de Lille, donc défaut de pédagogie au ministère de l'Éducation nationale. Florence Robine, mal présentée cette réforme. Je ne sais pas quoi dire de ce point de vue-là. Je pense que nous la présentons et nous la représentons. Maintenant, après, ce que on en fait, c'est un petit peu différent en termes de présentation. Je voudrais clairement dire que, d'abord, pour répondre à Madame Rollet, que non, la réforme du collège ne s'inspire pas et ne copie pas la réforme du lycée. On pourrait tout aussi dire que elle tient compte aussi des grandes avancées qui se sont faites, par exemple, dans le lycée professionnel en termes de motivation des élèves. Elle a la volonté de diversifier les méthodes pédagogiques. Quant à l'autonomie, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire confiance aux enseignants. Moi, quand je vais dans les collèges, je vois que les enseignants nous disent « laissez-nous faire, nous savons comment traiter avec les élèves ». Et effectivement, je crois qu'il est très important qu'on ait une organisation qui soit beaucoup plus souple et qui puisse diversifier les méthodes pédagogiques. C'est tout. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il fallait travailler tous ces éléments en même temps, c'est-à-dire changer un peu la question de l'évaluation, laisser du temps aux enfants pour apprendre avec la réforme des cycles que nous n'avions jamais réussi à mettre en œuvre auparavant, faire en sorte que les programmes soient cohérents avec tout cela et effectivement avoir une part d'interdisciplinarité qui n'est pas moins de discipline mais qui est une autre façon de faire cours avec des programmes qui disent clairement dans les cours de mathématiques, dans les cours de français et dans les cours d'histoire-géographie, ce qui logiquement aurait plus intérêt à être traité en interdisciplinarité que dans le cadre d'une classe ordinaire. Voilà, il s'agit véritablement de mettre tous nos efforts pour faire en sorte que effectivement les collégiens puissent mieux réussir. Qu'est-ce qui vous chiffonne dans l'autonomie, Frédéric Rollet ? Alors, ce qui chiffonne, c'est que ça n'est pas l'autonomie des équipes. On n'est pas dans une réforme pédagogique. On est dans une réforme de structure, une réforme de gouvernance. D'ailleurs, ça a été dit. Alors, expliquez-nous. Le principal syndicat des chefs d'établissement dit on a tenté de nous retirer un mode de gouvernance. C'est-à-dire que on a, par exemple, dans un collège, on va manquer d'un prof de maths, il manque quelques heures. Bon, on va dire que on va plutôt demander à tel autre prof d'assurer tout ce qui peut être aide, on peut pas dire ça. Des choses de ce type. C'est absolument faux. C'est exactement ce qui se passe. Mais ce n'est pas du tout le cas de la réforme du collège. Alors, on va laisser Frédéric Rollet terminer. C'est ça. Ma question était qu'est-ce qui vous chiffonne dans l'autonomie ? Ce qui nous chiffonne, c'est que ça n'est pas l'autonomie des équipes. Si on donnait une marge d'autonomie aux établissements, ce serait différent. Je vous prends un exemple très concret. Vous êtes professeur de sciences et vie de la Terre.
Vous êtes professeur de technologie, vous avez besoin d'avoir un moment vos élèves en groupe, parce qu'autrement c'est quand même un peu compliqué d'enseigner la discipline. Il y avait des horaires qui prévoient encore cette année, en 6e, 1 heure dédoublée dans ces 2 disciplines. Ça n'est plus prévu. Alors on dit ah oui, mais après il y a de l'autonomie. C'est-à-dire que nous laissons c'est toujours prévu, Madame Rollet. Non, c'est toujours prévu. C'est le chef d'établissement. Chacun son tour. C'est le chef d'établissement qui aura à choisir entre on va mettre des groupes, on va financer des options, par exemple les langues anciennes ne sont plus financées en tant que telles. Si je comprends bien, donc on oblige les gens à se mettre en concurrence, les disciplines à se mettre en concurrence. Vous redoutez la prise de pouvoir des chefs d'établissement sur les contenus pédagogiques, les manières d'enseigner, les matières enseignées. Oui, exactement. Et puis en fonction de ce qu'ils appellent eux, leurs ressources enseignantes, c'est-à-dire des profs qui sont là et des heures dont ils disposent. Donc on est bien loin d'objectifs pédagogiques. Alors, est-ce qu'il y a une reprise en main du pouvoir par le chef d'établissement, Florence Robine? Dites-le nous franchement, oui ou non? Non, je ne dis ni l'un ni l'autre. Nous avons clairement, ça veut dire quoi? Nous avons clairement inscrit dans les textes que c'est l'équipe pédagogique et en particulier le conseil pédagogique qui doit proposer l'organisation. Donc non, ce n'est pas du tout une reprise en main. C'est au contraire essayer de prôner le travail collectif. Et je crois que le travail collectif est un des gages de réussite effectivement de l'école. Alors comment expliquez-vous alors que il y ait une crainte sur le fait que les chefs d'établissement aient beaucoup plus d'autonomie sur les équipes? Comment ça l'expliquez-vous? Il faut bien comprendre ce qui agite le milieu enseignant. De toute façon, c'est le conseil d'administration qui est présidé par le chef d'établissement, mais qui est un élément parmi d'autres qui décide. C'est le pouvoir, il est globalement là. Ce que nous demandons, c'est qu'effectivement, il y a un vrai travail collectif qui s'installe, parce que rien ne pourra réussir si les enseignants ne travaillent pas davantage entre eux. Et ce que nous donnons, c'est la possibilité de le faire. Et vraiment, je m'élève en faux contre l'idée que on pourra remplacer des cours de mathématiques par des cours de français. Non, les grilles, elles précisent exactement combien on fait d'heures de mathématiques et de français. On peut pas substituer l'un à l'autre. Simplement, nous diversifions les façons de le faire. En travaillant en équipe, en travaillant en petits groupes, les heures seront toujours là pour éventuellement le faire, ou bien en mettant 2 enseignants en même temps dans la classe. Il y a beaucoup de modalités pédagogiques qui permettent, au contraire, de mieux faire réussir les élèves. C'est une réforme fondamentalement pédagogique. Alors, je vais vous poser la question différemment, Florence Robine. Comment expliquez-vous que ça coince? Je crois que tout changement est compliqué à mettre en œuvre. C'est juste ça. Oui, je le crois. C'est juste ça, oui, quelque chose d'épidermique sur le changement. Non, c'est pas épidermique, parce que cela change des choses qui sont assez profondes dans la manière d'enseigner, et les enseignants, fort légitimement, sont exigeants et nous demandent comment est-ce que nous allons les accompagner, si ce n'est pas trop compliqué de faire tout cela en même temps, mais nous pouvons l'expliquer, et si effectivement on ne doit pas les laisser tomber. Et moi je crois qu'ils ont raison effectivement d'être exigeants à notre égard. Et c'est bien pourquoi nous mettons en place un accompagnement extrêmement ambitieux, avec 8 journées de formation pour tous les enseignants, avec beaucoup de ressources pédagogiques, avec la présence des inspecteurs dans les établissements. Donc oui, ils ont raison de nous demander des comptes, et nous serons au rendez-vous de cet accompagnement. Caroline est au standard de France Inter. Moi j'ai trop parlé, excusez-moi amis auditeurs, je vous donne la parole. Caroline, soyez la bienvenue, nous vous écoutons. Oui, merci de me prendre à l'antenne. Moi je voulais intervenir parce que je voulais préciser quand même que tous les enseignants ne sont pas opposés à la réforme du collège. Par exemple, moi j'enseigne dans un collège de la banlieue de Rouen, et je fais partie des enseignants qui sont plutôt pour cette réforme. D'abord parce que pour la première fois, on a une réforme qui est cohérente entre l'organisation et les programmes, que tout se fait en même temps et tout se fait en cohérence, ce qui est déjà bien. C'est aussi une réforme pour laquelle on va être formé avant que la réforme se mette en place, ce qui est rarement le cas. Et comme le disait une auditrice précédemment, il y a quand même des choses qui sont très très importantes et dont on ne parle jamais. Par exemple, la création d'un conseil de la vie collégienne, le fait qu'on puisse davantage travailler en interdisciplinarité, de limiter également le nombre d'heures pour les élèves qui font déjà beaucoup d'heures en classe et qui ont du travail à la maison le soir. Et puis également ces marges profs, ces heures de marge prof, c'est-à-dire qu'il y a plus d'heures prévues pour les enseignants que pour les élèves, afin de faire des dédoublements. Alors que ces heures-là, elles existent déjà, mais elles sont très peu nombreuses. À partir de 2016, il y aura 3h30 puis 4 heures en 2017 qui pourront être dédoublées dans chaque classe
pour faire justement du travail en petits groupes. Permettez-moi une question, Caroline. Dans votre établissement, comment ça se passe? Est-ce que le corps enseignant est plutôt sur votre position, sur une position adverse, divisée? Quelle est la température? Alors, la température, elle est très très liée à la posture syndicale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont qui reprennent les arguments syndicaux. Après, il y a beaucoup de collègues qui attendent de voir et qui essayent de faire de leur mieux pour essayer de mettre en forme ce passage, ce changement. Effectivement, le conseil pédagogique aura beaucoup plus de pouvoir qu'il ne l'a aujourd'hui, et ce sera vraiment un acteur de la construction de l'organisation de collège. Et effectivement, chaque collège a un contexte particulier et on pourra mieux s'adapter. Merci Caroline pour votre témoignage et la question. Frédéric Rollet. Oui, écoutez, voilà. Secrétaire national SNES FSU. Qui répercute bien ce que le ministère dit. Moi, je regarde. Je regarde. Parce que d'autres répercutent les messages syndicaux, Madame Rollet. Je crois qu'il faut quand même respecter aussi la parole des enseignants. On vient d'avoir un certain nombre d'alertes dans les académies. Les chefs d'établissement doivent chercher des enseignants qui acceptent les journées de formation à la Toussaint pour ensuite répercuter la bonne parole auprès de leurs collègues. Ils ne trouvent personne, absolument personne. Ce qui montre que les enseignants ne tiennent pas à être formés à une réforme dont ils ne veulent pas dans leur grande majorité. Alors maintenant, je voudrais dire quelque chose sur l'interdisciplinarité, par exemple. C'est quelque chose que nous portons et que nous portons au SNES FSU depuis très longtemps. Parce que, justement, on avait demandé une réforme des programmes qui fasse le lien entre les disciplines. Seulement, ça suppose des conditions. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chercheurs en sciences d'éducation qui disent construire des liens entre des disciplines, quelquefois, ça profite aux meilleurs élèves parce que c'est extrêmement difficile, c'est un processus beaucoup plus complexe. Donc, ça suppose du temps, ça suppose qu'on se donne les moyens d'avoir derrière des acquis disciplinaires forts. Ça suppose des possibilités de concertation et de co-intervention entre profs. Rien n'est prévu dans la réforme. Ce n'est pas vrai. Florence Robine vous répond et vous rassure peut-être. Je suis absolument pas d'accord. D'abord sur la question de la formation. Je répète que cette formation, elle sera d'ampleur et de qualité. Et comme l'a dit l'auditrice, nous nous y préparons 1 an avant. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Cette volonté effectivement demandez au d'être recteur prêt. d'Aix-Marseille le succès qu'il a eu en recherchant des volontaires. Je lui ai parlé hier. De toute façon, il y a plusieurs modes de formation. Donc effectivement pour des professeurs volontaires pendant les vacances s'ils le souhaitent, mais s'ils ne le souhaitent pas, il n'y a aucun problème, ça sera fait pendant les périodes ordinaires. Sur l'efficacité de l'interdisciplinarité dans la lutte contre les inégalités scolaires, car c'est aussi l'un des buts de cette réforme. L'idée vraiment, c'est effectivement. Alors si l'interdisciplinarité, c'est l'élève n'est-ce pas plus dur que la disciplinarité, l'interdisciplinarité? Non, je ne crois pas. Si effectivement c'est l'élève tout seul qui doit faire le lien entre les disciplines, oui, là ça n'est pas intéressant. Mais justement, ce que les recherches nous disent, c'est que là, et c'est le cas, c'est que dans les programmes, quand les choses sont bien écrites et que les liens sont faits, et qu'il y a un élément qui doit être traité dans le programme de sciences de la vie et de la terre, et un programme qui doit être traité par exemple en technologie ou en histoire, alors à ce moment-là, oui, les objets sont particulièrement identifiés et travaillés par les enseignants ensemble. Donc à ce moment-là, je crois que l'élève peut comprendre quel est l'intérêt de ces apprentissages et le mettre un peu en relation avec ce qu'il entend à la radio, ce qu'il voit autour de lui. Et tout ceci prend davantage de sens. Donc c'est dans cet esprit que nous allons travailler, parce qu'effectivement, il faut que nous formions les enseignants, il faut que nous les aidions, et il faut qu'ils puissent préparer des cours de qualité. Ça sera tout le travail d'accompagnement que nous allons faire cette année. On peut instrumentaliser les chercheurs, Madame Robine, mais vous savez bien que le groupe ESCOL qui a travaillé depuis longtemps, et notamment sur les établissements les plus difficiles, c'est pas moi qui le dis, ils écrivent: la généralisation de ces méthodes risque de creuser les écarts. C'est une tâche sophistiquée qui laisse les plus faibles sur le bord de la route. Ce n'est pas vrai. Et moi, vous savez, ça fait juste 20 ans que j'enseigne en collège. Et d'ailleurs, on n'explique pas d'ailleurs aux profs qui ne font rien jusqu'ici, parce que dire ils le font déjà de l'interdisciplinarité, on a toujours l'impression que rien ne bouge. S'ils en font déjà, où est le problème? Mais laissez-moi parler. Qu'est-ce qui coince s'ils le font déjà? Qu'on leur fasse confiance et qu'on leur regarde aussi, qu'on regarde quels sont leurs vrais problèmes. Vous savez, un prof de français qui avait avant 6 heures avec des élèves en 6e, on nous parle beaucoup de la maîtrise de la langue, du fait que vous avez quand même, faut le rappeler, 25% des élèves qui arrivent de l'école primaire avec des difficultés, donc 15%, c'est la loi d'orientation qui le dit, avec des difficultés lourdes. C'est bien pourquoi nous doit mettre cette réforme. On supprime déjà une demi-heure en français là en 6e dans le projet de réforme. Mais si l'interdisciplinarité existe, qu'est-ce qui coince dans le fait de l'institutionnaliser? Parce que en même temps là, ça va se faire au détriment des horaires disciplinaires. Non, pas au détriment. Et sur
des thématiques, les fameuses EPI, qui sont quand même très éloignés des programmes disciplinaires, sont des thématiques quand même très vagues, dont les profs ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc, si vous voulez, nous, on veut bien discuter d'une véritable interdisciplinarité qui soit progressive et qui se fasse à un certain nombre de conditions. Alors, on va revenir à la question des disciplines. Sylvie nous attend depuis 7 minutes et 8 secondes, 10 secondes maintenant au standard de France Inter. Bonsoir et 1000 excuses pour le retard. La parole vous revient, Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, oui, donc, je suis enseignante d'allemand dans un collège près de Nancy. Donc je suis touchée à différents égards par la réforme qui se profile à nous. Mes élèves aussi. Mes élèves sont vraiment très démunis et désolés de ce qui va se passer puisqu'ils savent que l'option bilingue va disparaître dès l'année prochaine. Nous ne comprenons absolument pas pourquoi nous faisons disparaître une matière qui marche. Nous avons parlé de matière élitiste, mais je dois rappeler quand même, parce que ça c'est très peu souvent dit, que l'allemand a été supprimé en première langue, en deuxième langue. À l'époque, on nous a dit que l'allemand ça ne marchait pas. On nous a imposé la bilingue. Donc quand on parle d'élitisme, les professeurs d'allemand n'ont jamais cherché à être élitistes. Nous avions donc des élèves très motivés, puisqu'il fallait l'être pour commencer 2 langues en même temps. Et je rappelle que l'enseignement en parallèle de l'anglais et de l'allemand, ce n'est pas un hasard. Ça aide bien à progresser dans les 2 langues en même temps. Et maintenant, on nous dit que ça ne marche pas, que c'est une matière donc qui n'est réservée qu'à certains élèves, les plus favorisés, ce qui est entièrement faux. En aucune manière, on ne propose l'allemand que dans des classes réservées à la bilingue. Les Allemands sont... tout ça on l'a déjà dit, mais moi je suis vraiment révoltée par ce qui se passe. Je ne vois aucune amélioration des résultats, parce qu'en fait cette réforme, on nous la présente comme l'amélioration. Elle n'a qu'un but, c'est améliorer les performances et les résultats des élèves. On ne fait que nous dire que nous sommes mauvais, nous en France, ce qui est, je pense, à mon sens, qui est entièrement faux, mais qui va permettre, cette réforme, de supprimer des postes uniquement. Un exemple, moi qui fais 18 heures, je suis certifiée. Si je n'ai qu'un groupe par niveau, puisque l'allemand ne sera plus enseigné qu'en deuxième langue, eh bien, je vais me retrouver avec 7h30 de cours à dispenser dans mon établissement. Merci Sylvie. Il y avait 2 questions donc dans votre intervention. La première sur le sort de ces classes bilingues et notamment allemand. Nous avions ici à votre micro Florence Robine hier soir l'ambassadeur d'Allemagne en France qui a dit qu'il regarderait comme le lait sur le feu l'enseignement de la langue allemande dans le système français. Que répondez-vous à Sylvie sur ce premier point-là, à savoir un enseignement qui disparaît sous une forme, la forme des classes bilingues? Alors les classes bilingues sont absolument maintenues quand l'allemand a été enseigné dès l'école élémentaire, parce qu'il est absolument normal qu'on puisse continuer à apprendre la langue. Mais lorsque on a appris l'anglais à l'école élémentaire et que on veut finalement apprendre comme langue vivante de l'allemand, eh bien on attendra la classe de 5e comme tous les autres élèves, parce que notre but, c'est de faire en sorte d'améliorer les performances linguistiques de nos élèves, dont on sait qu'elles ne sont pas bonnes, malheureusement, et de faire en sorte que tous les élèves de France puissent commencer une 2e langue vivante dès la classe de 5e, avec un horaire qui est singulièrement augmenté. Donc oui, plus de langues vivantes, de meilleure qualité dès la classe et plus tôt, parce qu'on sait que plus on expose tôt les enfants à une langue vivante, meilleur est leur apprentissage. Voilà. Donc il y a une quête d'égalité malgré tout dans cette réforme. Tout à fait. De Mais ce évidemment, point de vue-là, tout le monde peut prendre l'allemand en langue vivante 1 s'il le souhaite. Et ça n'a jamais été supprimé. En langue vivante 2, évidemment. Et d'autre part, nous avons au contraire augmenté les postes d'enseignants au concours en allemand. Donc nous n'avons absolument pas l'intention, et nous avons des engagements internationaux sur le deuxième point pour de la... supporter. Nous souhaitons supporter l'enseignement de l'allemand. S'il y a une volonté de viser à plus d'égalité dans l'enseignement des langues, est-ce qu'il y a la reconnaissance implicite que ces classes bilingues étaient des filières élitistes? C'est moins cette question-là que la question aussi... C'est celle que je vous pose, s'il vous plaît, mais Florence de Robine. mettre les enseignants plus tôt pour tous les élèves à partir de la classe de 5e. Donc, y avait-il l'idée de mettre fin à un dispositif plutôt élitiste? C'est pas l'objectif premier, mais après nous savons bien que historiquement, quelquefois, l'enseignement de la classe bilingue s'est construit de cette façon-là. Mais je ne dis pas que c'est le cas, c'est le cas partout. Simplement, je pense qu'il y a d'autres façons de valoriser le discours a un petit peu changé de ce point de vue-là. Il y a quelques mois, on était complètement dans l'empire des signes. C'est-à-dire
au nom de l'égalité, on avait dit on supprime le latin, on supprime l'allemand, on supprime les classes euro, on supprime les classes bilingues. Ça va résoudre le problème de la mixité scolaire et sociale. Ensuite, il y a eu un rapport du CNESCO. Alors, vous savez, le CNESCO, c'est le Conseil national qui évalue les systèmes scolaires, qui montre que ces dispositifs jouent très peu dans la ségrégation justement scolaire, que c'est des phénomènes beaucoup plus complexes. Et nous aurions souhaité qu'on s'attaque beaucoup plus fortement à la question justement de la carte scolaire, de la carte des formations et à la mixité sociale et scolaire. Mais vous trouvez que le pas vers un enseignement plus généralisé à plus de monde plus tôt l'allemand, faut pas plaisanter. Pas suffisant. À l'école primaire, vous avez 1% à peu près des enfants qui font de l'allemand. Donc c'est vrai que de toute façon, ils ne continueront pas en 6e. Ils continueront. Ils continueront au contraire. C'est-à-dire qu'on va réserver l'allemand à quelques classes pour le coup très élitistes. Ça va tuer l'enseignement de l'allemand en France. Absolument pas. Ensuite, sur l'exposition, ce que disent les linguistes, c'est qu'il faut surtout une fréquence de l'exposition. Et que si vous faites 2h30 par semaine de langue vivante, comme c'est prévu dans la réforme, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que le jour, il y aura à peine 2 séquences, et c'est évidemment trop faible, c'est pas ça qui va améliorer les performances des élèves français. José nous appelle de Talence, belle ville de Talence. Bonsoir José, bienvenue. Bonsoir. Voilà la question que je pose. Est-ce que le véritable problème du collège, ce ne serait pas le collège unique? Merci. C'est-à-dire C'est-à-dire que l'on propose à des élèves qui arrivent du primaire avec des niveaux totalement différents et le même socle commun de connaissances. Merci José pour cette question. Le problème vient du collège unique. Que dit Florence Robine, directrice générale de l'enseignement scolaire ? Moi, je dis que le cœur de l'école républicaine et de l'école républicaine française, c'est justement d'enseigner et d'apprendre aux enfants dans le même lieu, et de ne pas faire de sélection et de tri à un âge où nous faisons absolument confiance aux enfants. Je crois que par hasard, la sélection et le tri se font naturellement. Tous les élèves peuvent Florence apprendre. Robine, vous le savez. Non, je ne suis pas d'accord. Tous les élèves. Vous êtes contre si vous me permettez, la totalité de la sociologie de l'éducation. Non, mais je vous pose juste la question, Florence Robine. Non, mais je vous dis que moi, l'école de la République ne produit pas d'inégalité sociale ? Je n'ai pas dit cela, je dis que justement, le collège unique, il est au cœur du système dans la mesure où pour moi, c'est un acte absolument essentiel de l'école de la République. Je pense que tous les élèves peuvent apprendre et peuvent progresser. Et que ces élèves-là ne doivent pas être triés et mis dans des dispositifs à part, à des âges où ils peuvent évidemment continuer à apprendre. Donc, notre responsabilité, il est au contraire de varier les dispositifs éducatifs, de varier les méthodes pédagogiques pour faire réussir tous les élèves. Évidemment que les élèves sont tous différents, donc il leur faut plus de temps à certains pour apprendre. C'est ce que nous voulons faire avec la logique de cycle. Il faut varier les méthodes pédagogiques. C'est ce que nous voulons faire avec des organisations qui sont différentes. Voilà, c'est ça le collège unique. C'est faire attention à chaque élève, mais partager la conviction essentielle que tout élève peut progresser et que tout élève peut apprendre. Votre sentiment, Frédéric Rollet, sur le fait que la difficulté du collège vienne du collège unique, c'est ce que disait José ? Non, je pense d'abord que le problème du collège unique, qui a été instauré par la loi Haby à partir de 75, c'est que on a mis tous les enfants dans un même lieu, on va dire, mais c'est aussi l'époque où on a supprimé la moitié des dédoublements qui existaient. Et ça n'a jamais été rétabli. C'est-à-dire que la nation française s'est donné comme objectif l'égalité, c'est ce que nous partageons, mais sans s'en donner les moyens. Et à un moment, on s'est retrouvé en situation de voir que les inégalités scolaires étaient effectivement fortement corrélées aux inégalités sociales, et le climat actuel, la difficulté qu'on connaît dans la société fait que ça ne s'arrange pas. Alors nous avons Lucie au standard de France Inter. Bonsoir Lucie et bienvenue. Bonsoir. Alors vous nous appelez d'où Lucie ? De Rouen. Et vous m'avez l'air d'être bien jeune. Oui, je suis en 4e et je fais la classe bilingue euro. Oui. Et je voulais donner mon avis sur la réforme. Alors allez-y Lucie, allez-y. Moi je voulais dire que j'étais contre la réforme. Parce que grâce aux classes bilingues euro, on apprend beaucoup de choses qu'on n'apprendrait pas sans ces classes. Et je trouve que c'est dommage qu'on les supprime parce que, par exemple, j'ai une amie qui est en 5e et qui voulait faire euro, qui ne pourra pas. Et comme elle, il y a beaucoup d'enfants qui sont privés de ce savoir alors qu'ils ont le niveau. Et vous faites quoi exactement en classe euro, comme vous dites ? On apprend la culture anglaise et beaucoup de choses. La géographie aussi de l'Angleterre et un peu d'histoire aussi de l'Angleterre.
Bon, et donc vous avez peur de ne pas pouvoir continuer, c'est bien ça ? Oui, et aussi je trouve que il y a beaucoup d'enfants qui mériteraient de pouvoir savoir tout ça aussi. Bon, merci Lucie pour ce témoignage et cette question. Florence Robine. Oui, je crois que là on a un bel exemple de ce que l'on veut effectivement faire. Oui, je crois qu'il faut que beaucoup d'enfants puissent effectivement faire à la fois de l'histoire, de la géographie et de l'anglais. Ça sera bien 2 le heures et cas. demie par semaine. Non, mais ça sera bien le cas des enseignements interdisciplinaires, puisque on va pas faire des langues vivantes étrangères uniquement dans les cours de langue. C'est ça qui est intéressant. Vous aviez raison de dire qu'il faut augmenter l'exposition à la langue. Et dans les enseignements interdisciplinaires, qui sont quand même importants, ça peut être jusqu'à 3 heures par semaine, on peut faire des langues vivantes, on peut faire de l'histoire, on peut faire de la géographie, on peut faire des sciences, et on peut justement mettre on va tout faire mieux tout en moins de temps. Non, pas en moins de temps, au contraire. Et en contraignant les profs. Vous vous rendez compte, c'est miraculeux. Mais malheureusement, les profs croient plus au miracle. Ils ont subi déjà beaucoup de réformes, et en collège, ils attendent qu'on regarde réellement quels sont les problèmes. Le fait qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre. Il y a quasiment plus de groupes. Il n'y a quasiment plus rien. Et là, on va au contraire diminuer leurs horaires disciplinaires, les mettre en concurrence, les obliger, si on veut financer par exemple l'option langues anciennes, si on veut la garder, eh bien supprimer justement des dédoublements. On va rendre l'organisation des emplois du temps, l'occupation des salles extrêmement complexe. Et en même temps, on a une réforme des programmes, et je ne parle pas du contenu, mais qui impose qu'on revoie tous les programmes de la 6e à la 3e d'un seul coup, ce qui ne s'est jamais fait. Donc, on est quand même dans une ignorance très grande de ce que sont les réalités des établissements scolaires et la réalité de la professionnalité des enseignants. Allez, retour au standard de France Inter. Je vous donne la parole tout de suite, Florence Robine. C'est Damien qui est en ligne. Bonsoir Damien. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Eh bien, moi, j'ai déjà eu la réponse à un certain nombre de mes questions par les collègues qui ont porté les mêmes soucis que les miens. Aujourd'hui, il y a quand même une question que j'aimerais soulever, c'est celle de la motivation. J'ai l'impression qu'à travers ce qu'on entend, il faudrait apporter une réponse unique à des élèves qui sont différents. À une période où on parle de différenciation pédagogique, je trouve ça bien dommage, effectivement, d'annuler toutes ces options, ces classes bilingues qui ont été dites. Et je peux vous dire, moi, dans mon collège, certains élèves qui ont fondé une mini-entreprise et qui étaient pourtant des élèves qui avaient du mal à trouver un sens à leur scolarité, étaient tout aussi fiers en fin d'année, de présenter à leurs camarades leur réalisation et n'avaient pas du tout de complexe d'infériorité par rapport à leurs camarades qui étaient en classe bilingue. Et mon autre question, j'en ai une deuxième, c'est en comment la réforme va aussi concerner les établissements privés, puisque j'enseigne dans les établissements privés. Quelle part de la réforme va s'y appliquer ou non? Voilà un petit peu mes questions. Merci pour votre intervention. Florence Robine, vous souhaitez répondre à Damien? Oui, mais je voudrais dire que tout cela va évidemment pouvoir continuer et au contraire être amplifié. C'est bien la logique de ce que nous voulons faire. Oui, davantage de marge de manœuvre. Oui, davantage de projets. La mini-entreprise, parfait. Je veux dire que ça s'insère totalement. Mais pourquoi que dans une classe bilingue? Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être fait par tous les élèves de la classe et du collège? C'est ça que nous voulons faire. Tous ces dispositifs-là sont désormais dans les mains de tous les élèves, puisque tous les élèves pourront avoir des heures qui leur permettront de faire de l'interdisciplinarité, du travail collectif, de la démarche de projet. Donc, au contraire, allons-y. Oui, faisons de la différenciation pédagogique et faisons en sorte que tous les élèves puissent effectivement en bénéficier, y compris l'approfondissement. Non, mais je veux bien qu'on soit dans la pensée magique. Ce n'est pas une pensée magique puisque nous mettons des moyens, mais nous augmentons des heures. Si Madame Robine et la ministre ne veulent pas entendre ce que disent les enseignants dans leur grande majorité, ce n'est pas vrai, pas dans leur grande majorité, madame. Mais si, c'est dans leur grande majorité. Qu'ils manifestent leur inquiétude, tous les jours. Non, c'est pas seulement leur inquiétude. Mais si, ils nous demandent de les aider. Beaucoup, je vais vous dire, ils sont écœurés. Ils ont le sentiment qu'on se moque d'eux, qu'on leur dit, on va vous changer malgré vous, on va vous mettre au travail, alors que depuis des années, des décennies, ils inventent, ils le font dans des conditions de plus en plus difficiles. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On a une volonté complètement technocratique d'imposer un dispositif qui va reporter sur les établissements et sur les chefs d'établissement, qu'on ne vienne pas parler de l'équipe, on sait comment ça marche, un établissement, tous les arbitrages. Nous on ne sait pas comment ça marche. Ça marche comment? Si vous voulez, il y a un décret qui fixe par exemple la composition du conseil pédagogique. On dit les enseignants, ils ont 15 jours après la rentrée pour dire un tel, autrement c'est le chef d'établissement qui désigne. En général, c'est le chef d'établissement qui là, c'est toujours la question de l'excès de pouvoir du chef d'établissement.
Oui, c'est mais ça ce que vous dites. Oui, ou pas mais il ne s'agit pas de stigmatiser le chef d'établissement en soi. C'est qu'à un moment, quand on leur dit, on vous donne un mode de gouvernance, ils disent, tant mieux parce que ça va nous permettre d'ajuster. Alors, et puis en plus, on a des représentations de ce que sont les élèves. Il y a des établissements où ils vont dire, nous, on veut plutôt faire de l'interdisciplinarité. D'autres, on va faire des groupes parce qu'on considère que les élèves sont en difficulté. Oui. D'autres, on va faire des options un petit peu plus considérées comme nobles. Et on va accroître les inégalités entre les établissements et on va arriver donc à l'objectif complètement inverse de celui on est censé poursuivre. Florence Robine. Moi, je crois que directrice générale de l'enseignement scolaire. On donne des marges d'autonomie aux établissements et qu'on fait confiance aux enseignants, moi, je ne crois pas qu'on va augmenter les inégalités. Je crois au contraire que les enseignants savent quelles sont les bonnes méthodes pour faire progresser les élèves et ce que nous voulons, c'est leur en donner la possibilité. Nous augmentons aussi considérablement. Ce qu'ils veulent du temps et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils auront plus de temps puisque nous allons augmenter les heures que nous mettons à disposition des collèges pour que justement ils puissent s'il vous plaît, pas tous en même temps. S'il vous plaît. Non, au contraire, nous ne supprimons rien. Vous ne supprimez pas l'heure des doublés en SVT et en technologie en 6e ? Ah bon, c'est inscrit dans les grilles. Elle est à la disposition des équipes qui décideront ce qu'elles en font. C'est ça, faire confiance aux enseignants. Ça n'est plus un cadrage national, c'est bien sûr. Je fais confiance aux enseignants pour savoir s'il faut dédoubler la SVT ou s'il faut mettre 2 professeurs pour enseigner en même temps. Comme disait un chef d'établissement, il faudra choisir entre fromage et dessert. Non, il ne faudra pas choisir puisque nous augmentons considérablement le nombre d'heures en question. Moi, je fais confiance aux enseignants pour qu'ils puissent le faire. C'est dommage que vous ne le fassiez pas. Il est 19h57 et 30 secondes. Drôle de sentiment tout de même à la fin de ce téléphone sonne, d'une crise profonde dans l'éducation. Non, je ne crois pas. Je crois que les choses sont beaucoup plus... je crois tout de même. Non, il ne faut pas confondre... Une réforme qui a du mal à passer auprès des gens qui vont être obligés de la mettre en œuvre. Je ne crois pas qu'elle ait du mal à passer. D'ailleurs, on déborde un petit peu la question de l'éducation. Attendez. Florence Robine puis Frédéric Rollet pour la conclusion. Ce que je pense, c'est que les professeurs, de façon fort juste, nous demandent comment concrètement est-ce qu'elle va se mettre en place, comment ils vont être accompagnés, comment ils vont être aidés. Et je dis que de ce point de vue-là, nous remplirons nos obligations absolument. Et que nous avons 1 an pour nous y préparer et que toute cette réforme permettra effectivement de faire en sorte que les enseignants soient plus à l'aise dans leur collège avec davantage de moyens. Il y a du boulot du côté de la rue de Grenelle. Frédéric Rollet. On déborde un petit peu la question de l'éducation, mais reprenez la première intervention du téléphone sonne. Le collègue qui disait, moi, j'avais confiance dans ce gouvernement, on va pas se leurrer, la grande majorité d'enseignants avaient voté François Hollande. Ce qu'ils nous disent maintenant, c'est leur déception. Déception parce que leurs salaires n'ont pas augmenté, on sait que ce sont parmi les plus faibles de l'OCDE, et parce que leurs conditions de travail ne se sont pas améliorées. Et effectivement, on a des craintes que, même si on poursuit tous des objectifs de plus démocratisation, il y a un moment une certaine lassitude. Allez, non, s'il vous plaît, on en reste là malheureusement. J'aurais bien aimé faire un téléphone sonne de 2 heures, mais il faut que je rende l'antenne. Merci Florence Robine, directrice générale de l'enseignement scolaire. Merci d'être venue parler aussi franchement au micro de France Inter. Et merci également pour Frédéric Rollet, secrétaire